La privation de sommeil a beaucoup de conséquences chez les individus, les êtres vivants, aussi bien les hommes que les autres espèces. Et nous allons voir dans ce cours, chers étudiants, cette privation de sommeil, ses conséquences, et on va voir aussi les fonctions du sommeil. Le sommeil de courte durée constitue une vraie épidémie et la restriction volontaire de sommeil est un comportement de plus en plus fréquent. Aux États-Unis, on a comparé des données de la seconde moitié du XXe siècle aux données de la première moitié du XXe siècle et on a constaté que la durée de sommeil a diminué de près de 2 heures et que la proportion d'adultes dormant moins de 7 heures par nuit est passée de 16% à 37%. En France, des études ont montré que 17% des sujets âgés de 25-45 ans perdent l'équivalent d'une nuit de sommeil par semaine et 33% des 35 à 55 dorment 6 heures au moins par semaine. Dans l'étude de Léger, qui a été publiée en 2000, 41% des gens présentaient une très courte durée de sommeil. Dans l'étude qu'on a effectuée au CHU, chez le personnel, 59% du personnel avait une durée de sommeil qui est inférieure à 6 heures, témoignant de l'ampleur de la privation de sommeil chez cette catégorie de personnes. La privation chronique de sommeil, c'est certainement la cause la plus fréquente de somnolence diurne. Et les personnes somnolentes sont conscientes d'amputer volontairement leur temps de sommeil au profit d'activités variées. Mais le syndrome d'insuffisance de sommeil, tel qu'on le qualifie, la privation de sommeil, n'est à l'origine que d'environ 6% des consultations pour somnolence. Cette somnolence, qu'on va voir par la suite dans un cours dédié, peut être secondaire, bien sûr, à une privation de sommeil, comme on l'a dit, mais peut être aussi un sommeil fragmenté, donc peu récupérateur. Et on va voir par la suite cette notion de fragmentation qui est notée dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais il n'y a pas que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il y a d'autres étiologies de fragmentation de sommeil. Donc il peut être aussi dû à une authentique maladie du sommeil, tel que le cas des hypersomnies idiopathiques, tel que le cas de la narcolepsie. Donc, quelles sont les conséquences de la privation de sommeil? Des expériences de manque de sommeil, soit totales, soit partielles, plus ou moins sélectives, ont été réalisées chez les animaux. Des expériences chez le rat. Des rats ont été privés de sommeil pendant 10 à 30 jours et ils sont décédés après cette période de privation de sommeil. Ils ont perdu du poids malgré l'augmentation de l'apport alimentaire et ces rats-là ont aussi perdu le contrôle de la température. Donc il a fallu plus de temps pour les rats privés de sommeil paradoxal pour mourir qu'à ceux qui sont privés de sommeil ambulant, témoignant qu'il y a quand même une différence entre l'importance du sommeil lent par rapport au sommeil paradoxal. Donc ces expériences de privation de sommeil sont difficiles à réaliser chez l'homme, mais quand même certains ont été faites et ont démontré que le manque de sommeil provoque chez l'homme la somnolence, l'altération de la performance au cours de la journée, altération de la vigilance, de l'attention, de la concentration, de la mémoire, tout ce qui concerne les troubles cognitifs, et il y a aussi des effets métaboliques, hormonaux et immunologiques. Pour analyser les conséquences de privation de sommeil, plusieurs expériences ont été réalisées chez l'homme. Les expériences de privation totale sont difficiles à réaliser, il n'y en a pas beaucoup. En 1896, un homme, 3 jeunes hommes en bonne santé ont réalisé une expérience de privation de sommeil de 90 heures. Et ces gens-là ont eu après des difficultés à rester éveillés, mais ils se sont totalement rafraîchis et reposés après qu'ils ont été autorisés à dormir pendant 10 heures à la suite de l'expérience. L'un d'eux, cependant, avait quelques illusions sensorielles, mais qui ont complètement disparu après la récupération.
privation du sommeil. Une autre expérience connue de privation totale, avec un record de 264 heures de privation de sommeil en jour, il a été réalisé en 1965 par un étudiant qui s'appelle Randy Gardner, de l'Université de Californie, qui était âgé de 17 ans, et qui a été suivi par une récupération, un sommeil de récupération de 14 heures, 14 minutes. Donc, cette expérience a eu un impact sur les fonctions intellectuelles, l'attention, la mémoire, le langage, l'irritabilité, l'agressivité, voire des hallucinations visuelles, mais tous ces éléments-là ont été transitoires puisque Gartner a récupéré entièrement. Il y avait peu d'impact aussi sur les fonctions physiques, cependant, puisqu'il était capable quand même de jouer au basketball correctement après l'expérience. Ces expériences de privation totale prolongées présentent beaucoup de biais parce que on peut difficilement évaluer les effets des petits sommets qui ne sont pas explorables. Et puis il y a la motivation de la personne, la privation qui est librement acceptée. On ne peut pas savoir quel est l'impact d'une privation non volontaire et aussi le profil de la personnalité qui va réaliser l'expérience. Donc, ces expériences de privation totale prolongée ont montré aussi que la composante homéostatique est très importante. Et cette composante homéostatique fait intervenir surtout le sommeil lent profond, le sommeil onde lente, puisqu'il y a une récupération de sommeil lent profond après la privation de 68% à 119%, et du sommeil paradoxal de 33% à 53% selon les études. Donc les résultats sont un peu divergents entre l'animal. Il y a aussi des études expérimentales de privation de sommeil, mais ici c'est des privations partielles, c'est plutôt une réduction de la durée de sommeil par nuit. Donc généralement dans ces expériences on réduit de 4,5 à 5,5 heures pendant par exemple 2 à 3 mois. Et ces expériences-là n'ont pas montré de déficit évident sur la performance, de déficit minime. Il y a aussi des expériences de privation plus courtes, de privation de sommeil pendant 2 nuits par exemple consécutives, et dans lesquelles on a constaté qu'il y a une augmentation du sommeil onde lente dans la nuit de récupération, ce qui permet d'évoquer le rôle important des ondes lentes dans la fonction du sommeil. Les expériences aussi de restriction les plus sélectives du sommeil, c'est très difficile de les réaliser, mais on est arrivé à priver des personnes soit du sommeil lent, soit du sommeil paradoxal. Pour le sommeil paradoxal, dans une nuit de privation habituelle, non sélective, on constate que le pourcentage de sommeil paradoxal, et on l'a vu tout à l'heure, augmente après une longue période de privation de sommeil. Mais pas après de courtes périodes de privation de sommeil pendant 4 jours par exemple. Donc il faut vraiment qu'il y ait une longue privation de sommeil pour qu'on voit un effet sur la réapparition ou la pression du REM qui va s'installer. Par contre, dans les expériences de privation sélective du REM, dans lesquelles on a fait des polysomnographies et qui ont montré que une privation sélective du REM va s'accompagner d'une pression accrue du REM. Cette pression accrue va se traduire par une latence du REM qui est courte, donc un sommeil paradoxal qui va apparaître précocement, un sommeil paradoxal avec des épisodes plus fréquents de REM dans la durée de sommeil, et le rebond du REM en pourcentage aussi par rapport au reste des stades du sommeil. Donc en résumé, si on veut résumer ces expériences ont prouvé avec certitude que la privation de sommeil provoque la somnolence, provoque une altération de la performance, de la vigilance, de l'attention et de la concentration, mais il ne s'agit pas de modifications permanentes, surtout au niveau cognitif, et il n'y a pas de modification permanente aussi au niveau du système nerveux
centrale. Donc en plus ces effets sur la somnolence, sur les performances, sur les troubles cognitifs, il y a des effets métaboliques et hormonaux. Donc les études expérimentales de restriction de sommeil, certaines équipes ont mis des protocoles de restriction de sommeil. Dans un protocole de restriction de sommeil de 6 nuits, dans ce protocole-là, on a démontré qu'il y a des conséquences sur les hormones hypothalamo-hypophysaires et particulièrement le cortisol, l'hormone de croissance et la TSH. Et on a démontré qu'il y a une diminution de la concentration de la thyrotropine, qu'il y a un niveau de cortisol qui va augmenter le soir et qui aura un retentissement sur le système sympathique avec une hyperactivité sympathique. Et tous ces éléments-là, en réalité, sont des facteurs de risque d'obésité, d'hypertension artérielle et de diabète sucré. Des expériences de réduction de sommeil de 2 nuits de 4 heures de sommeil ont montré qu'il y a une modification des profils diurnes de deux molécules qui sont la leptine et la ghreline. Ces deux molécules qui contrôlent l'appétit. La ghreline va augmenter aussi bien la nuit que la journée, et de même que la leptine va diminuer, et l'augmentation de la faim est proportionnelle à l'ampleur de ces modifications. De même, on a constaté que les personnes qui ont eu cette restriction de sommeil consomment plus d'aliments riches en graisse et en sucre. Dans les expériences de restriction de 4 heures de sommeil pendant 6 jours, comparé à 12 heures de sommeil au cours de 6 jours, on a constaté qu'il y a des niveaux plus faibles de leptine lorsqu'il y a une restriction de sommeil. Est-ce que la privation chronique de sommeil va avoir la même répercussion? Et dans ce cas, on va utiliser des études épidémiologiques. Dans une étude menée auprès de 1024 sujets, cette étude-là a montré qu'une durée de sommeil courte est associée à une diminution du taux de leptine, à une augmentation du taux de ghreline et à un index de masse corporelle qui est élevé. Et la grande étude de la Quebec Family Study, qui a été menée auprès de 740 sujets, a montré qu'une durée de sommeil courte est aussi associée à une diminution des taux de leptine et à un INSEE élevé. Et donc il y a bien un rôle de la leptine, une modification importante de la leptine, et qui semble être incriminée aussi dans l'obésité, puisque les études de privation de sommeil ont montré les données concernant l'augmentation de l'IMC déjà constatée dans les expériences de privation de sommeil. Dans une méta-analyse, on a constaté sur des études sur 57 études sur 62 études faites aussi bien chez les enfants, chez les adolescents que chez les adultes, qu'il y a une association entre le sommeil de courte durée et l'obésité. Avec chez les enfants un risque avec un odor ratio chez les enfants de 1,58 et jusqu'à 1,89 dans deux groupes d'études chez les enfants. Dans une autre étude chez les adultes, on trouve presque le même risque qui est augmenté avec un odor ratio qui est de 1,55. La privation chronique de sommeil, dans les expériences qu'on a vues tout à l'heure, on a montré aussi que la privation de sommeil expérimentale provoque une intolérance au glucose, et cette intolérance au glucose pourrait contribuer aux troubles de la mémoire en raison de la diminution de la fonction hippocampique. On a constaté aussi qu'il y a une réduction des réponses immunitaires cellulaires. Et ces effets sur l'intolérance au glucose ont été démontrés dans des études épidémiologiques longitudinales. Et vous voyez ici dans ce tableau-là une série d'études épidémiologiques qui ont montré que le sommeil de courte durée ou de mauvaise qualité est lié de manière indépendante au risque de diabète, avec des études dont la durée de suivi 10 ans, de 15 ans, de 8 ans. Et donc c'est une durée suffisante pour
évaluer le risque de diabète. D'autres conséquences possibles de la privation de sommeil, essentiellement les céphalées, les troubles gastro-intestinaux, les douleurs musculaires. La privation de sommeil augmenterait le stress oxydant-cellulaire avec un risque accru de maladies cardiovasculaires. Elle augmenterait le risque de crise d'épilepsie et favoriserait la survenue du cancer et de certaines maladies neurodégénératives. Quelles sont les fonctions biologiques? Plusieurs fonctions biologiques ont été proposées pour le sommeil. Cette diapositive résume les principales. Tout d'abord, la fonction de restauration tissulaire, aussi bien pour le corps que pour le cerveau. La fonction de facilitation d'évacuation des déchets du système nerveux central via le système G lymphatique, ça c'est une découverte récente. Le renforcement de la mémoire et la consolidation de cette mémoire. L'intégrité et le maintien de l'intégrité du réseau synaptique neuronal, ce qu'on appelle la plasticité synaptique, la théorie de conservation de l'énergie de l'organisme facilitée par le sommeil, l'expression des gènes facilitée au cours du sommeil et dans le cycle des sommeils, et la thermorégulation. Le sommeil est nécessaire pour rétablir la fonction cérébrale après une période d'éveil. En effet, on a constaté qu'il y a une augmentation de la sécrétion d'hormones anabolisantes, par exemple l'hormone de croissance, la prolactine, la testostérone, l'hormone léthinisante, et une baisse des taux d'hormones cataboliques tels que le cortisol pendant le sommeil. Le sentiment subjectif d'être restauré après le sommeil peut soutenir la théorie de la restauration des tissus du corps et du cerveau au cours du sommeil. Le sommeil est nécessaire pour rétablir la fonction cérébrale après une période d'éveil et le rôle du sommeil non-REM dans le rétablissement de l'organisme est étayé par la présence de sommeil ambulant accru après la privation de sommeil. Le rôle essentiel du sommeil paradoxal pour le développement du système nerveux central dans les organismes jeunes est démontré par la synthèse accrue de protéines dans le cerveau pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil a intérêt au niveau immunitaire, puisqu'on a montré que la privation de sommeil va s'accompagner d'un dysfonctionnement immunitaire. Et en effet, les médiateurs du système immunitaire favorisent le sommeil lent, et ceci pour optimiser les ressources internes contre l'agent pathogène. En effet, l'interleukine 2 est un inducteur du sommeil. Par contre, l'interleukine 4 supprimerait le sommeil. Le sommeil, à l'opposé, va moduler la production et la libération de la cytokine. Donc, il y a une relation vice-versa entre les deux des éléments, entre le système immunitaire et ses éléments et le sommeil. Il y a des liens étroits avec les processus de plasticité neuronale, puisque les neurotrophines qui existent, qui sont ces cytokines qui existent au niveau du système nerveux central, sont impliquées dans le sommeil. Le TNF-alpha est un régulateur de sommeil et aussi de la plasticité neuronale. Le sommeil interviendrait dans le renforcement de la mémoire et sa consolidation. En effet, la mémoire elle est stockée en deux étapes, une mémoire à court terme qui est labile et une mémoire à long terme qui est stable et consolidée. Et cette mémoire stable, elle a besoin d'une synthèse des acides, de nouveaux acides ribonucléiques, de certains neurones au niveau, de certaines protéines au niveau des neurones. Quels sont les arguments en faveur de ce rôle du sommeil dans le renforcement de la mémoire et la consolidation? On a constaté que l'apprentissage au cours de la journée va influencer la qualité du sommeil, même que la qualité du sommeil, après une tâche qui est réalisée, va être corrélée avec la qualité de l'apprentissage après la période de sommeil. La privation de sommeil influence l'apprentissage et on l'a constaté au cours des différentes expériences de privation. Et il semble qu'aussi bien le sommeil lent que le sommeil paradoxal semblent impliqués dans les différents types de fonctions mnésiques. Globalement, on a constaté que le sommeil paradoxal serait plus impliqué dans
la mémoire visuelle, alors que le sommeil long, plutôt, il serait impliqué dans la mémoire non. Des études récentes montrent clairement une contribution significative du sommeil à la consolidation de la mémoire et particulièrement le fait que ce processus-là se déroule aussi bien que dans le sommeil ambulant que dans le sommeil paradoxal et que le cycle REM-non-REM, donc cette cyclicité et cette transition de passage entre REM et non-REM est aussi importante pour la consolidation de la mémoire. Et pour cela, on a expliqué cette consolidation par un mécanisme qui s'appelle la plasticité synaptique, qui est une autre fonction du sommeil. Cette plasticité synaptique, c'est une sorte de régulation synaptique, c'est-à-dire le sommeil va intervenir dans le maintien et la suppression, le maintien des synapses nécessaires, utiles, et la suppression des synapses inutiles. Et ce qui va contribuer au rôle du sommeil dans la consolidation mnésique et dans la mémorisation et l'apprentissage de nouvelles tâches. Cette plasticité synaptique jouerait un rôle aussi dans la maturation cérébrale au cours du développement et un rôle dans le désapprentissage des réponses comportementales obsolètes qui va se dérouler au cours du sommeil paradoxal. Donc, comment on explique cette théorie de plasticité cérébrale? C'est ce qu'on appelle aussi la théorie de l'homéostasie synaptique. Elle était émise par Tononi et Serilli. Et dans cette théorie de Tononi et Serilli, on implique le rôle important de l'activité lente de l'électroencéphalogramme et donc des ondes de delta qui seraient impliquées dans le synaptique downscaling ou l'homéostasie synaptique. En effet, pendant l'éveil, il y aura la formation, le renforcement synaptique. Pendant le sommeil, on va éliminer les synapses inutiles. Et au cours du sommeil à ondes lentes, cette élimination des synapses inutiles reflète des processus d'apprentissage local et qui sembleraient donc nécessaires pour la consolidation de la mémoire. Et donc, ce sommeil en lente est donc essentiel pour l'élimination des synapses et ça va se traduire bien sûr au cours de la journée par une amélioration des performances. Autre fonction de ce sommeil proposé, c'est la conservation d'énergie. Donc il y a une théorie comme quoi le sommeil jouerait un rôle dans la conservation énergétique de l'organisme et du cerveau, mais cette théorie reste un peu suffisante. Pourquoi on a soumis cette théorie? Parce qu'on a constaté que les animaux ayant un métabolisme élevé dorment plus longtemps que ceux qui ont des métabolismes plus lents. Mais il convient toutefois, si on analyse la consommation calorique pendant 8 heures de sommeil, seulement 120 calories sont conservées. Une autre fonction du sommeil, c'est l'expression des gènes au cours du sommeil. Les deux auteurs, Cirilli et Tononi, en 2011, ont analysé l'expression des gènes par une certaine technique au laboratoire et grâce à ces techniques-là, ils ont identifié des gènes liés au sommeil et à l'éveil qu'on appelle brain transcripts. Et ces gènes-là favoriseraient les différentes fonctions qu'on a citées, donc les fonctions de métabolisme énergétique, d'excitation synaptique, de potentialisation à long terme et la réponse au stress cellulaire pendant l'éveil, la fonction de potentialisation des protéines de synthèse, la consolidation de la mémoire, la réduction synaptique au cours du sommeil. Autre fonction, c'est la thermorégulation. Les preuves en faveur de cette fonction-là, c'est que l'homéostatie thermorégulatrice elle est maintenue pendant le sommeil, alors que les graves anomalies thermorégulatrices suivent la privation totale de sommeil. Deuxième preuve, c'est que les neurones hypothalamiques préoptiques antérieurs participent aussi bien à la thermorégulation que sommeil lent.
Mais en pratique, ces deux processus sont clairement séparés. En effet, si on analyse les processus de thermorégulation en fonction des stades du sommeil, on va constater que la thermorégulation elle est maintenue pendant le sommeil lent, alors qu'elle est suspendue pendant le sommeil paradoxal. De même, certains arguments indirects de thermorégulation, en effet, les réponses thermorégulatrices telles que les tremblements, la piloérection, l'allaitement et la transpiration sont affaiblies pendant le sommeil paradoxal. Il y a aussi une diminution de la thermosensibilité dans les neurones hypothalamiques antérieurs préoptiques pendant le sommeil paradoxal. Dernière théorie importante et qui est nouvelle, c'est que le sommeil jouerait un rôle de facilitation d'évacuation des déchets du système nerveux central via le système G lymphatique. Cette théorie est très importante parce qu'elle va expliquer certaines maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Une nouvelle théorie donc, qui a été proposée pour comme quoi le cerveau serait nettoyé pendant le sommeil et qu'il y aurait un rinçage qui est représenté par l'écoulement du LCR grâce à un système de drainage découvert en 2012 qu'on appelle le système G lymphatique. Donc ce système de drainage permet d'évacuer le LCR inutile, si on veut dire. Donc cette théorie-là s'est démontrée chez les souris, où on a constaté que le débit du LCR il est augmenté au cours du sommeil, donc avec un flux qui est plus important, et ce flux-là, important du LCR, a permis d'éliminer chez les souris, au cours du sommeil, des métabolites de la bêta-amyloïde. Donc le système G lymphatique facilite la circulation du LCR à travers le cerveau, permettant ainsi la clairance des déchets à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc ces nouvelles données élucident le rôle du flux de LCR dans le sommeil pour retarder et prévenir l'accumulation des métabolites associés aux maladies neurodégénératives, y compris les alpha-synucléonopathies et topathies.